Maître Constant Moutamba, bonjour. Bonjour. Maître Constant Moutamba, qui est Maître Constant Moutamba? C'est assez compliqué, mais c'est clair pourtant. Figure politique, sociale, meneur, leader, bien connu de la sphère politique congolaise. Maître Constant Moutamba, président national de la dynamique progressiste révolutionnaire. Vous êtes dans l'opposition politique. Expliquez-nous, comment ça se fait que vous soyez dans l'opposition politique? Alors que généralement dans notre pays, soit on est d'un côté, soit on est d'un autre côté. C'est-à-dire soit du pouvoir, soit de l'opposition. Mais apparemment, vous n'êtes pas dans le camp du pouvoir, non plus dans le camp de l'opposition reconnu. Expliquez-nous ça. Je ne sais pas ce que vous entendez par opposition reconnue. Mais est-il que lorsque on ne participe pas à la gouvernance politique, en tant qu'acteur politique, en tant que force politique, on appartient et donc à l'opposition politique. Ça, c'est la loi portant statut de l'opposition politique en République démocratique du Congo qui le définit ainsi. Alors, président, nous avons une situation qui dérange, qui préoccupe tout le monde. C'est pratiquement l'actualité, c'est une actualité internationale. La crise dans l'est de la RDC, avec les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Quelle est votre approche de cette situation? Comme une nébuleuse qui se complique, qui a plusieurs têtes. Comment est-ce que vous comprenez ça? L'opposition politique que nous représentons considère tout d'abord qu'il ne s'agit pas du M23, mais plutôt d'une agression réelle qui est portée par un pays voisin dont les troupes occupent illégalement une partie de notre territoire et y sèment mort, terreur, désolation. Nous avons plusieurs fois dénoncé cela, en commençant par exiger l'expulsion sans condition de l'ambassadeur du Rwanda à Kinshasa, que nous avons obtenu en retard, parce que nous pensons que si le pouvoir de Kinshasa avait pris ces mesures à temps, le Rwanda n'aurait pas pris le temps de s'organiser et de se consolider autour de ce mouvement terroriste qui est constitué majoritairement des troupes rwandaises. Mais alors, vous allez terminer, mais parce que ça me vient tout d'un coup. Il y avait comme qui dirait un problème différent, particulier entre vous et l'ambassadeur Vincent Karega du Rwanda qui a été expulsé. Parce qu'avant de quitter le sol congolais, il vous a pratiquement menacé. Expliquez-nous, qu'en est-il exactement avec Vincent Karega et vous? Vous savez, c'est un monsieur que j'ai rencontré une seule fois, et officiellement dans le cadre du ballet diplomatique que j'ai l'habitude d'organiser ici à Kinshasa. J'avais une tournée diplomatique auprès des différentes ambassades des pays étrangers en RDC. Et à l'occasion, je me devais de rencontrer aussi l'ambassadeur du Rwanda pour aborder notamment la problématique de l'insécurité à l'est du pays. Et c'était la seule et dernière fois que nous nous soyons rencontrés avec ce personnage rwandais. C'est-à-dire que lorsque son pays a commencé à agresser la République démocratique du Congo, quoi de plus normal pour un patriote que de pouvoir protester vigoureusement devant, entre autres, cette ambassade en exigeant son expulsion. Cela n'a rien à voir avec des considérations personnelles. Vous savez, lorsqu'on est un homme d'État, l'on se doit de se départir des états d'âme. C'est la République qui compte. J'ai défendu mon pays, lui a défendu le sien, et je crois que c'est le plus important. Il a vociféré, il a envoyé des gens me prendre en sandwich comme il l'entendait. Écoutez, je suis resté de marbre, je n'ai jamais été à Kigali. En tout cas, pour si ce que Kigali fait à nos compatriotes aujourd'hui se pérennise, je n'irai pas à Kigali. Je n'ai pas non plus peur des Rwandais. Alors, donc, ce qui s'est passé, les menaces, malheureusement, dont j'ai été victime de sa part, par rapport je les ai dénoncées. Oui, vous les avez dénoncées, mais par rapport à Kigali, justement, vous avez promis de déposer une plainte à la CPI. En tant qu'avocat que vous êtes, chercheur
vous avez un master de l'Université de Liège. En effet. Alors, vous avez promis de déposer une plainte contre Paul Kagame à la CPI. Est-ce possible qu'un individu en tant que tel dépose une lettre? Bien écoutez, le mot des saisines de la Cour pénale internationale sont spécifiquement repris dans le statut de Rome. C'est un État parti qui peut saisir directement la Cour, c'est le Conseil de sécurité, ou alors le procureur près la CPI qui peut le faire. Et, il est par ailleurs prévu des modes des saisines du procureur à travers, entre autres, des dénonciations, des plaintes, etc. Nous avons plutôt procédé par la saisine du procureur de la CPI au fin de l'ouverture d'une enquête qui puisse déboucher sur l'activation, vous savez, des poursuites pénales contre M. Paul Kagame. Pour quelle infraction? C'est l'infraction d'agression, le crime d'agression, les crimes contre l'humanité, mais aussi crimes de guerre. Nous avons rassemblé un certain nombre d'éléments, des preuves tangibles et irréfragables que nous avons annexées à notre plainte adressée au procureur de la CPI. Jusqu'aujourd'hui, nous continuons à attendre la réaction du procureur concernant, entre autres, l'ouverture d'une enquête pour vérifier la véracité des faits que nous avons portés à sa disposition. Mais il y a beaucoup de chances que ça aboutisse. Vous savez, les crimes internationaux pour lesquels nous poursuivons M. Paul Kagame sont des crimes imprescriptibles au regard du statut de Rome. Et donc, quel que soit le temps que cela prendra, la Cour pénale internationale finira par ouvrir une action pénale contre M. Kagame. Alors, nous allons tourner cette page de Kagame et revenir sur le M23 qui refuse de rentrer dans les résolutions du mini-sommet de Luanda, où Paul Kagame a justement brillé par son absence. D'abord, je ne voudrais pas que nous puissions continuer à nous cacher derrière ce mouvement terroriste rwandais, parce qu'il faut le dire qu'il s'agit plutôt de l'armée rwandaise qui occupe illégalement notre territoire, qui attaque et agresse notre pays. Il n'y a pas de solution qui soit envisageable que celle de la guerre ouverte à décréter, à lancer contre le Rwanda. Il faut donc que nous puissions prendre conscience que la sécurité de notre pays ne relève pas des pays étrangers, ne relève pas non plus aujourd'hui des aspects diplomatiques, des considérations diplomatiques. Nous devons comprendre qu'il est plus que temps que nous puissions prendre notre destin en main en affrontant les réalités en face. Vous savez, alors là, vous êtes du même avis que Fayulu et Mouzito. Écoutez, je ne suis pas venu parler individu, je défends la position de notre plateforme politique, de l'opposition républicaine. Notre position est qu'il faille aujourd'hui assumer notre engager destin. Un conflit direct. Évidemment, il faut engager un conflit direct, que les meilleurs gagnent. Parce que ça fait des années que nous avons tenté de supplier le Rwanda, nous avons tenté des solutions diplomatiques qui ont démontré leurs limites. Je crois qu'à l'arrivée de l'actuel président de la République, il a même effectué un déplacement vers Kigali pour démontrer la bonne foi de la République démocratique du Congo sur la nécessité de la préservation de la paix dans la région des Grands Lacs en général. Mais apparemment, nos voisins, entre autres le Rwanda, vous savez, habités par le souci de piller systématiquement, sans loi ni foi, nos ressources minérales, parce que c'est des seuls à qui C'est-à-dire, à votre avis, le grand problème avec le Rwanda est un problème de pillage économique. de nos ressources. En effet. Mais alors, par rapport à les minorités que le M23 Rwanda a tendance à présenter comme motivation de cette lutte, qu'est-ce que vous en pensez? De quelle minorité parlez-vous? Justement, on aimerait savoir de quelle minorité minorité parce que s'agit-il? Le Congo a plusieurs minorités. Voilà, vous avez répondu à la question. Voilà, nous revenons sur le Congo cette fois. Le Congo de manière interne. La dynamique que vous coordonnez.
il est dans l'opposition. Comment est-ce que vous la qualifiez, cette opposition, par rapport à l'opposition des autres opposants? Vous savez, nous avons voulu nous démarquer à l'opposition classique, celle qui se construit autour des insultes, autour des injures, autour de la calomnie. Nous nous sommes dit, le pays a besoin d'une opposition constructive qui fonde son action sur des propositions qui vont dans le sens d'améliorer les conditions de vie de nos compatriotes. Alors, et donc nous sommes dans l'opposition républicaine. C'est pourquoi, lorsque nous nous sommes rendus compte, il y a de cela une année, que le processus électoral était miné. J'allais y arriver, justement. Était miné. Nous étions obligés de le débloquer. Mais le calendrier est sorti aujourd'hui et on vient d'arrêter que la date des élections présidentielles se déroulera le 20 décembre 2023. Mais c'est parce que l'opposition républicaine d'IPRO que je représente avait pris le courage de déléguer ses représentants au sein de la CENI, de la centrale électorale. Nous avons comblé le vide qui Vous êtes plus ou moins satisfait? constituait un sérieux blocage du processus électoral. Il n'y aura pas de glissement. Et donc avec ça, nous nous sommes inscrits dans une démarche aux antipodes du glissement. Donc nous avons prôné le respect strict du délai constitutionnel. Et donc pour nous, les élections doivent avoir lieu dans les délais constitutionnels. Alors, ça par veut rapport dire, à... nous n'accordons pas une seule minute de plus, Mais alors, à l'actuel pouvoir. vous allez devoir me comprendre, c'est-à-dire que je vous transmets en fait certaines questions qui sont liées à ce que l'opinion pense. C'est-à-dire, on se dit que vous êtes dans une opposition qui est comme celle qui n'est pas fixe, qui est instable, qui peut demain être dans l'un des camps ou dans l'autre des camps. Pourquoi? Est-ce que c'est vrai? Vous savez, nous refusons de faire croire au monde que vous êtes capable de retourner votre veste n'importe comment. Non, mais que l'opposition est synonyme de la radicalité. Que l'opposition est synonyme des insultes. Que l'opposition, c'est s'opposer à tout. Et je pense que nous sommes en train de travailler pour nous constituer en véritable alternative crédible de gouvernance politique à venir. Et c'est ça qui nous importe en ce moment. Dire retourner Kazakh, je ne sais pas de quoi parlez-vous. Est-ce l'opposition politique en RDC devait s'incarner par un individu? C'est pas ce que dit la loi sur l'opposition. À partir du moment où nous avons, refusé de nous aligner derrière la gouvernance politique actuelle, nous avons refusé de nous y associer, nous sommes opposants. Mais attendre que nous insultions les gouvernants actuels, ça, nous ne le ferons pas. Quel message adressez-vous aux politiques congolais, à tous les niveaux, ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont dans? C'est de placer le Congo au centre de tout, de nos différentes réflexions, de nos différentes actions politiques. C'est de recréer l'unité et la cohésion nationale face, surtout, à l'agression dont le pays est victime. Parce que ceux et celles de nos compatriotes qui périssent en ce moment dans cette partie orientale du pays ne sont pas seulement de l'actuelle majorité au pouvoir, ils sont aussi de l'opposition, de la société civile. Nous avons la lourde responsabilité, en tant qu'acteurs politiques, de soutenir ces compatriotes en fédérant toutes nos énergies, toutes nos forces. Alors, l'ANOJEC, est-ce une histoire du passé par rapport à la DIPRO? Absolument pas. La DIPRO est constituée majoritairement et même fondée par deux grands partis politiques. C'est l'ANADEC et l'ANOJEC. C'est ça l'histoire de la DIPRO. Rappelez-vous, quand nous avons mené la révolution de palais au sein du FCC, en neutralisant ces caciques qui ne comprenaient pas qu'il fallait laisser de la place à la jeune génération pour tirer le train.
politique. Et c'est de là que nous avons créé l'opposition républicaine. Donc NOJEC demeure une des forces réelles de la grande machine politique DIPRO, qui est une plateforme de l'opposition politique. Vous le savez, NOJEC est né dans la rue. J'ai toujours dit, elle disparaîtra s'il le faudra aussi dans la rue. Alors, curieusement aujourd'hui, parce que vous êtes une figure qui est connue, un peu emblématique, d'une certaine révolution que vous voulez véhiculer. J'ai appris que vous avez été à Cuba. Et Cuba, c'est un peu, comme on dit, le foyer de tous les révolutionnaires. On peut avoir la signification de ce déplacement pour un opposant congolais? Vous savez, ce n'est pas une première. Nous avons l'habitude de nous y ressourcer parce que, comme vous le savez, nous avons la fibre révolutionnaire, nous avons la sève révolutionnaire, nous avons des veines révolutionnaires. De ce point de vue, il est important et même indispensable de se ressourcer de temps en temps au vu surtout de l'amalgame, de la distraction dans laquelle sont plongés aujourd'hui les politiques congolais. Pour nous, il faut une révolution. La révolution entendue par nous comme une rupture totale, sur le plan politique. Il faut changer les systèmes politiques congolais parce qu'en fait, il est inadapté aux réalités politiques, aux réalités sociales, aux réalités culturelles, aux réalités économiques de notre pays. C'est une démocratie imbibée de l'étranger. C'est une démocratie occidentale qui ne s'adapte pas, qui crée plus de désordre, plus d'anarchie. En fait, c'est tout le système congolais que vous voulez changer. Pour nous, nous pensons qu'il faut une dictature démocratique, une dictature de développement. Parce que les priorités pour le peuple congolais... Dictature démocratique. Ce n'est pas anachronique, c'est pas comme qui dirait deux choses qui ne peuvent pas s'imbriquer? Pas du tout, pas du tout. Comment alors? Vous ne me direz pas... À la façon de Mobutu? Vous ne me direz pas qu'en Chine, il n'y a pas de démocratie. Vous ne me direz pas non plus qu'en Russie, il n'y a pas de démocratie, qu'à Cuba, il n'y a pas de démocratie. Pour nous, la démocratie, c'est réellement remettre le peuple au centre de toutes les décisions de gouvernance politique. Ce n'est en réalité pas cette oligarchie monarchique qui se construit autour d'une, vous savez, d'un enrichissement insolent de la part de certaines familles depuis 60. Le pays, la République démocratique du Congo, est plutôt prise en otage par un groupe de familles. Comment voyez-vous le Congo dans 20 ans? Qui se succèdent. C'est-à-dire que vous avez l'impression que c'est une continuité? En effet, si ce n'est pas le père, c'est le fils. Si ce n'est pas le fils, c'est le petit-fils. C'est avec les mêmes politiques de gouvernance qui ont démontré leurs limites. C'est pourquoi nous disons qu'il faut une révolution. Avec politique. Mais aussi, il faut changer des classes politiques, comme j'ai dit. La classe politique actuelle est mercantile. La classe politique actuelle est pratiquement inexistante. Le débat politique s'est stérilisé. Les dirigeants, les gouvernants ne portent plus la masse vers le haut, c'est tout l'inverse. Pour être un meilleur politique, il faut être un grand insulteur. Et c'est le modèle qui est incarné par les politiques congolais d'aujourd'hui. Et c'est tout ça qu'il faut changer. Alors que les débats devaient être axés sur des projets. Il faut donc une moralisation du discours politique congolais. En effet. Et même de la gestion. Pour nous, nous voulons instaurer le système de fouet dans ce pays. Lorsque vous volez, il faut fouetter les gens. Physiquement? Physiquement. C'est-à-dire, il faut commencer par les politiques. Il faut rediscipliner. En fait, il faut rediscipliner les Congolais. Parce que dans cette anarchie des choses, il est difficile de développer le pays. Le problème du pays est beaucoup plus profond que vous l'imaginez. C'est l'indiscipline qui est à la base
de ce sous-développement. C'est pourquoi nous insistons sur une dictature de développement. On a confondu la démocratie à la démocrature. On a confondu la liberté au libertinage, où les droits des uns peuvent en fait enjamber les droits des autres. Okay? C'est la cacophonie, c'est les tohu-bohi qui fait malheureusement que le pays soit là où il est aujourd'hui. Et donc, pour nous, il faut une révolution profonde. Vous savez, il faut supprimer le système de caste dans notre pays. La société ne donne pas assez d'opportunités à une certaine Alors là, vous risquez de vous rapprocher de revendications du M23 qui expriment qu'il y a des minorités. C'est une certaine façon de dire qu'il y a une discrimination. Il y en a certains qui sont prédisposés à évoluer, alors qu'il y en a d'autres qui restent. D'abord, vous parlez du M23, un concept que je ne comprends pas. Si vous me parlez des Rwandais, je vous comprendrai. Et même encore là, ce groupe terroriste, vous avez dit, ça parle de la minorité. Moi, je ne parle pas de la minorité. Je parle de la majorité silencieuse, qui est malheureusement prise en otage par un groupe d'individus, par une caste. Maître. Et ce que nous voulons casser, c'est la société de caste. Alors, maître, qui ne donne pas assez d'opportunités aux jeunes de se mouvoir. S'il vous était donné à vous, aujourd'hui, de prendre les rênes pour changer toutes les choses, quelles seraient vos premières dispositions? Je vous ai dit, je vais instaurer la discipline. Rien que la discipline. À tous égards. Je commencerai par là. Je serai sans pardon. Je vais faire fouetter les gens. On va changer des lois, okay, pour essayer d'être beaucoup plus rigoureux. Je vais fermer la plupart des églises. Pas en étant président de la République, moi, ministre de la Justice, la première mesure, je retire des autorisations de fonctionnement à la plupart des églises. Je ne verrai plus des églises sur les rues. Sur chaque rue de Kinshasa, vous avez des églises. Au lieu de travailler, on pousse les jeunes à jeûner, matin, midi, soir. On crée de la paresse. C'est-à-dire, quelque part, c'est... Je fermerai. Que les églises sont à la base de dépravation mentale. En effet. Où on est dans les âneries. On vous dit non, Dieu m'a montré que c'est votre temps. Oh, il faut briser les autels, il faut ceci. C'est des distractions. Et à part les églises, il faut remettre la société sur le rail. Toutes les sociétés qui se sont construites se sont débarrassées de toutes ces distractions. Vous ne pouvez pas avoir plus d'églises que d'industries dans une communauté et espérer vous développer. À part les églises, il faut réguler cette histoire des bars, où vous avez des bistrots sur chaque coin de rue. On a l'impression, en réalité, de construire la société autour de la distraction. Il y a même des concepts populistes aujourd'hui, c'est dans les bruits. Et nous allons dans les bruits. Et on considère que c'est normal. Il faut casser ça. Donc une des mesures prioritaires à prendre, c'est cela. Et donc vous comprenez qu'il faut travailler davantage sur la révolution que nous proposons. Tout ça, il faut l'étudier ailleurs. Nous allons à Cuba, c'est pour voir comment cette petite société, cette petite île a réussi à se transformer, à résister devant les Américains pendant autant de décennies. Comment la Chine s'est-elle développée? Et comment la Russie a réussi quel modèle économique, précisément, vous voulez que le Congo suive? Non, mais c'est quand on parlait de la Russie, parce qu'en fait, entre la Russie et la Chine, vous sentez qu'il y a plusieurs clivages qui ne s'imbriquent pas. Alors, vous voyez comment, de manière concrète? Non, mais sur le plan... Parce qu'en fait, je vous pose cette question parce que vous êtes mandataire en mine aussi. En effet. C'est-à-dire, quelque part, vous touchez tous les verrous saisis par une certaine classe depuis 1960. Vous en êtes ou vous n'en êtes pas? Non, mais écoutez, moi je ne suis pas mandataire en mine pour encourager certaines entreprises minières qui viennent piller nos ressources.
Rappelez-vous, j'ai sorti un article scientifique il y a de cela 1 année et demie ou 2 ans sur la RDC perd chaque année près de 100 milliards de dollars dans la fraude minière, où j'ai dénoncé les fausses déclarations de production des entreprises minières, que nous perdons beaucoup. La RDC, vous savez, dans la production de cuivre, pour les statistiques de l'année 2021, la RDC a produit près de 1 800 000 tonnes de cuivre. C'est énorme. Jamais réalisé du temps de la GKMI. La RDC a produit... C'est une prouesse à saluer. Bon, écoutez, mais ça profite, ça va où? Ok? Quels en sont les dividendes, les retombées sur le plan économique, sur le plan social? Est-ce que le Congolais, les Londa, ressent, est-ce que le panier de la ménagère a suivi cette croissance de production? Non. Pourquoi? Parce que tout passe par la fraude. Parce qu'en réalité, rien n'est rapatrié en termes de recettes, de tout ceci. Tout passe par la fraude. Vous avez près de... Mauvaise gouvernance. Non, je dis qu'il faut changer et de type de gouvernance et les mentalités et des dirigeants et des Congolais, des gouvernés. Tant que nous ne ferons pas ça, ce sera difficile. Donc, en termes de modèle économique, c'est simple. Le peuple est toujours de gauche. Je vous ai dit tout à l'heure, les priorités pour le peuple congolais, ce n'est pas les églises, ce n'est pas la démocratie à l'occidental, ce n'est pas avoir des élections tous les 5 ans. Le Congolais a besoin aujourd'hui de manger 3 fois par jour. Ça veut dire qu'il faut une économie qui favorise la mise à disposition des produits alimentaires de première nécessité. Ça veut dire le riz, les foufous, l'huile, etc. Alors, le peuple a besoin de l'électricité. Le peuple a besoin d'eau. Le peuple a besoin de se scolariser. Donc, une famille qui peut facilement envoyer les enfants à l'école gratuitement, donc école primaire, secondaire, gratuite, les soins de santé gratuits, il y a des petites provisions de l'État, ok, en termes des produits de première nécessité. Okay? Il y a les maïs, le riz, etc. Il y a des petites dotations comme ça que l'État dépose dans chaque famille chaque mois. Même lorsque vous payez un enseignant 100 $, ce sera trop. Alors, maître... Vous comprenez? Lorsque vous mettez les transports à la disposition, à la portée de tout le monde, lorsque vous réglez cette histoire des embouteillages, en fait, c'est ce modèle d'économie, c'est ce modèle d'économie dont nous avons besoin. Okay? Pas une économie théorique, c'est une économie qui s'articule autour des réalités propres. Alors, merci beaucoup, maître Constant Mutamba, président de la Dynamique DIPRO, qui a des grands projets pour changer ce pays. Nous aurons sûrement l'occasion de vous recevoir dans cet échange. Vous savez, lorsque vous êtes dirigeant d'une entreprise publique et que vous venez à détourner les deniers publics, nous envisageons une seule solution. On vous arrête. On ne vous emmène pas tout de suite à Makala. On vous demande votre âge. Vous avez quel âge? Si vous avez 55 ans, admettons, on va appeler tous les agents de cette entreprise publique et on va vous chicoter. On va vous administrer 55 coups de fouet. Je suis bien au regret de devoir arrêter cette émission, mais je rappelle que, en tant qu'avocat que vous êtes, vous aurez les droits de l'homme après vous. Oh, droits de l'homme. Voilà une autre invention. Voilà. On vous remercie. Voilà. On vous remercie. Voilà. J'ai oublié il faudra supprimer toutes ces ONG des droits de l'homme. C'est une distraction. Vous ne trouverez pas ça dans tous les pays développés. Les ONG ne développent Défenseurs de droits de l'homme. Jamais. Vous allez défendre quel droit de l'homme? Est-ce que c'est une priorité pour les Congolais?
Tout ça, ce sont des distractions que l'homme blanc nous a amenées, nous a imposées pour continuer à nous distraire et pendant ce temps, piller systématiquement nos ressources. On vous remercie. Cette fois, vraiment, c'est la bonne. On en a fini avec cet échange avec Maître Constant Moutamba, avocat, chercheur et enseignant à l'Université protestante au Congo. Il n'est plus à présenter. Merci et à la prochaine.